Money talks, so do we. Parlons cash. Bienvenue sur Parlons Cash. Aujourd'hui, on reçoit Elliot Ménard, étudiant en deuxième année à Liège et Bordeaux et président de l'association École de la Bourse. À seulement 19 ans, il a réussi à transformer sa passion pour la finance de marché et le trading en un projet concret qui rassemble une vraie communauté d'étudiants autour d'une finance accessible et ludique. Dans cet épisode, il nous raconte son parcours, de son enfance marquée par le sport de haut niveau à sa découverte du monde de la finance. On parle discipline, création, ambition et surtout de sa vision d'une nouvelle génération de financiers engagés et curieux. Oui, alors tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir dans Parlons Cash. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je trouve vraiment votre initiative super cool. Et oui, ta question. Donc, tu es né à Cholet, tu as beaucoup bougé pendant ton enfance, tu m'as dit. Comment ces changements de ville, ils ont influencé ta personnalité? On va dire qu'ils m'ont influencé de telle sorte à ce que je puisse toujours m'adapter. Parce que bon, j'ai changé, j'ai fait 3 lycées en 3 ans, j'ai fait plusieurs écoles primaires, donc voilà. Je me suis toujours adapté, j'ai toujours réussi à m'adapter et à me faire de nouveaux amis, tout ça, donc voilà, ça m'a changé un peu dans mon adaptabilité. Ok. Est-ce que tu as une période de ta vie qui t'a marqué ou une ville en particulier? Bah, moi, ma ville de cœur, c'est Le Mans, bien sûr. J'ai vécu 10 ans là-bas, c'est toute mon enfance. J'ai vécu à Champagné, donc qui est une petite ville, donc voilà, de à peine 3000 habitants. Et, euh, et ouais, ça m'a marqué parce que bah, c'est là où j'ai vécu mes meilleures années. J'étais à la campagne, j'ai pu sortir, gambader dans les champs, enfin, bref. Voilà. Ok. Et tes parents, ils exercent des métiers très humains, donc ton père, il est coach de basket et ta mère, elle est AVS. Tu penses que ça t'a transmis certaines valeurs? Alors, du côté de ma mère, non, pas vraiment. Ok. AVS, pas trop, pas le côté humain. Par contre, du côté de mon père, donc, qui est coach de basket, qui a une exigence assez énorme, qui a cette valeur-là, compétition, il m'a toujours transmis la valeur don't be a victim Mhm. et toujours bah, tryhard. Voilà, va à fond dans tes projets et le seul truc qui paye, c'est le travail. Ok. C'est un peu un modèle pour toi, ton père, ou pas? Ouais, complètement, complètement. C'est quelqu'un de très rationnel. C'est quelqu'un qui est toujours juste et qui me transmet beaucoup de valeurs sur être meilleur chaque jour, 1% meilleur chaque jour. Ok. Et si tu devais nous décrire ton enfance en 3 mots, ça serait lesquels? Compétition, la mer, Mhm. j'ai beaucoup été à la mer, et je dirais basket. Ok. Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir d'enfance que tu aimerais nous partager, qui t'a Une marqué? anecdote ou un souvenir d'enfance qui m'aurait marqué, rien à voir, enfin, rien à voir avec le monde de la finance ou quoi, mais Mhm. vraiment, c'est quand mon père a gagné la Leaders Cup. Donc c'était en 2016, c'était à Disneyland du coup. On est allé Mhm. à Disneyland Paris, on a fait Disneyland pour la première fois pour nous et il a gagné du coup la Leaders Cup avec son équipe, donc Le Mans, le MSB. C'était assez énorme parce que à la fin, je me rappelle, on a reçu des gourdes Gatorade des joueurs, on avait toutes les gourdes Gatorade des joueurs et tout. Ok. On les a gardées pendant des années d'ailleurs, on les a perdues, un peu dégoûté. Mais ouais, non, c'était énorme. Mon père qui est le plus heureux du monde à ce moment-là, c'est concrétise. Voilà. Donc le sport, ça a été très présent dans ta vie. Tu as été sportif de haut niveau en football américain. Ouais. Comment tu as découvert ce sport? Alors, bah, encore une fois, grâce à mon père, il est toujours là. Mhm. Mais oui, en fait, comme mon père était à Rouen, donc c'était quand j'étais à Rouen, mon père a été enfin, fait un camp de basket du coup, aux États-Unis grâce au club et il nous a permis d'y aller et de nous entraîner là-bas et c'est là que j'ai découvert le football américain. Donc en fait, on voit des jeunes de 15 ans, à peine 15 ans, jouer au football américain à la télé. Moi, pour moi, c'était complètement fou. Ça n'existe pas en France, des choses comme ça qui se passent en France, ça n'existe pas. Et j'ai adoré le sport. Vraiment, c'est un sport très spectaculaire. Faut du talent, à la fois faut être athlétique, etc. Et du coup, j'ai commencé bah, l'année d'après, donc l'année suivante, et j'ai adoré. Je me suis tout de suite. Alors au début, c'était un peu dur parce que bah, je trouvais pas ma place dans l'équipe. Et sur un match, j'ai eu une blessure et j'ai pu prendre ma place. Et j'ai fait un super match. Et donc depuis, j'ai été recruté du coup au Krebs de Bordeaux. Mhm. Et tu as été vice-champion de France et meilleur receveur, c'est Ouais, ça? bah, carrément, oui. Donc vice-champion de France, donc c'était 2022, je crois. Donc match important contre Paris, le Flash. On a pris 20-0. Voilà, on a pris 20-0, on s'est fait démonter. Mais c'était une super expérience. Il faut savoir que chaque défaite est une victoire en soi. On apprend toujours de ses défaites. Et ouais, donc ça m'a donné la rage. Et meilleur receveur, bon,
Meilleur receveur, c'est pas un titre Ok. de ouf non plus. Voilà, c'est bien parce que voilà, mais c'est juste que j'étais dans une position où je recevais beaucoup la balle et je pouvais faire beaucoup de yards. Ok. Et comment tu gérais la pression pendant les matchs, avant? La pression, ça se gère pas vraiment, ça se contrôle, on va dire. C'est plus une question de mindset. En fait, ça se travaille. Ça se travaille. Nous, on avait des heures où on avait 2 heures à chaque fois, à chaque semaine, où on avait un coach mental qui nous apprenait bah, comment gérer la pression. On était beaucoup, on va dire, regardés dessus. On avait vraiment notre regard dessus. Avec à chaque avant-match, on faisait une routine spécifique. Donc, oui, la pression. Ça se gère pas vraiment. Ça se gère pas vraiment, c'est un peu inné aussi. Et ouais, il y a ce côté-là, ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Il faut être toujours dans la même chose. Et après, bah, une fois que t'es focus, t'es focus. Ok. Et tu t'es blessé, non? Comment tu l'as vécu? Bah alors la blessure, faut savoir que je me suis blessé donc du coup en novembre de ma saison de football américain. Mhm. Donc j'ai été blessé, donc j'ai eu une pubalgie. Globalement, c'est juste une inflammation à la hanche généralisée. Et donc c'est vraiment on a l'impression qu'on te tranche le ventre en deux à chaque fois que tu marches, ou que tu respires, ou que tu tousses, ou que tu rigoles. Et bon, c'est assez horrible, même quand tu fais des mouvements brusques. Sauf que mon coach, bon, c'est pas bien, mon coach m'a dit, bah, je n'en ai rien à faire. En fait, Ok. globalement, tu vas jouer, quoi qu'il arrive, tu vas jouer au football américain parce que on a besoin de toi, en fait. Et j'ai joué au football américain. Pendant 7 mois, j'ai joué sur ma blessure. J'ai joué à la finale sur ma blessure. Et ça a gravé beaucoup de choses. Mais non, c'est un truc, il faut apprendre à jouer avec. C'est sûr que bah, ça m'a appris à jouer dans la douleur, même dans la difficulté, toujours continuer, avancer, faire du mieux qu'on peut. Et voilà. Ok. Et du coup, pourquoi t'en fais pas aujourd'hui? C'est à cause de cette blessure? Ça m'a un peu dégoûté du sport. Après, maintenant, j'ai plus vraiment le temps, hein, ou je prends plus le temps peut-être aussi. Mhm. J'ai plus vraiment le temps d'être à un haut niveau. L'année dernière, j'ai repris une petite saison en cours d'année, donc vers janvier. J'ai joué les matchs, on a gagné le championnat, c'était cool, mais c'était juste pour m'amuser. Donc, Ok. Donc, avant l'interview, tu nous as dit que tu voulais être pilote de chasse à la base. ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Pilote de chasse. Ouais. Alors, moi, je suis quelqu'un qui adore l'adrénaline. Mhm. Tout ce qui est, ouais, j'ai besoin d'être stimulé. Et pilote de chasse, ça m'a toujours attiré parce que bah, j'aime bien la haute voltige, j'adore les avions, je suis un grand fan de l'aéronautique en général. Et ouais, j'ai toujours voulu être dans l'armée, cette aura aussi, c'est un peu l'excellence, c'est le top du top. Ok. Et pourquoi t'as laissé tomber? Alors, pourquoi j'ai laissé tomber? C'est une très bonne question. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien le pouvoir. J'adore cet aspect-là du pouvoir contrôler mon environnement. Et en pilote de chasse, tu contrôles que ton avion, pas vraiment ton environnement. Et ouais, donc je me suis plus orienté vers la finance. Et puis aussi, il y a ce côté-là, je vais pas vous mentir, des notes, hein, faut être super bon. J'avais pas cette mentalité-là de travailler chaque jour. Donc j'étais vite perdu en terminale. Voilà, j'étais vite perdu en maths. Ok. Et comment la finance allait rentrer dans ta vie? Alors, bah, comme beaucoup de gens, un peu via les réseaux sociaux, via toute cette influence-là, alors qui est pas très bonne en réalité. L'influence des réseaux sociaux sur la finance, ils disent souvent des grosses bêtises. Et il y a souvent ce côté-là, ouais, tu vas être riche, millionnaire très très vite. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Ça se travaille beaucoup la finance. Et ouais, donc je suis rentré un peu de ce biais-là. Donc j'ai commencé par les erreurs classiques. Et ensuite, bah, j'ai kiffé le monde de la finance. Je me suis vraiment renseigné sur ce que c'est la finance. Et ensuite, bah, l'école, enfin, l'IEG m'a Mhm. permis de voir un spectre de la finance qui est bien plus réaliste. Et avec Monsieur Boileau, notamment, Monseigneur, d'ailleurs. Donc voilà, ouais, non, c'est vraiment comme ça que je suis rentré en finance. Ok. Est-ce que la rencontre avec Samuel Boileau, elle t'a marqué? Oui, alors je le raconte souvent quand je suis en salon, enfin à ceux qui veulent l'entendre bien sûr. C'est que avant de faire la journée porte ouverte, bon, je me disais c'est une cool école, c'est une chouette école, machin tout ça. Et pendant la journée porte ouverte, j'ai parlé que j'avais un projet en finance et je rencontre Monsieur Boileau et je vous promets, il me parle. Je me rappelle même pas de ce qu'il m'a dit, mais juste je me suis dit ok, je veux être cette personne. Mhm. Cette personne-là m'a aspiré. Il m'a aspiré. Littéralement, je ne pouvais plus rien faire. J'étais emprisonné dans le liégé. Je voulais être comme lui. Je voulais faire son école. C'est quelqu'un. Pour moi, c'est un mentor, Mhm. franchement. Et voilà. Donc, Monsieur Boileau, rencontre incroyable. Ok. Est-ce que selon toi, il y a une différence entre aimer la finance et en vouloir en faire son métier? Ouais, il y a une grosse différence. Parce que tu peux très bien aimer la finance
mais ne pas vouloir en faire ton métier, parce que en faire ton métier, c'est pas que, comment dire, Pas tout le loup de Wall boulot. Street. Ouais, C'est ok. pas que le loup de Wall Street. C'est même très rarement le loup de Wall Street, la finance. Et il y a beaucoup de gens qui confondent ça, qui confondent, bah, c'est le loup de Wall Street, donc j'adore la finance, putain, je veux faire de la finance et tout. Et la réalité de la finance, où tu es stressé tout le temps, c'est devoir faire plein de choses qui sont ultra complexes et pas forcément très intéressantes, franchement. Mais oui, voilà, donc il y a vraiment une différence entre aimer et vouloir faire de la finance. Tu dis vouloir laisser une empreinte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Laisser une empreinte, alors déjà, par exemple, à l'IAG, là, ça va être avec l'école de la bourse. J'ai vraiment reprogrammé l'école de la bourse pour qu'on soit sur une lignée pendant des années et que vraiment on ait ce côté-là, DA, direction artistique claire, des projets précis, toujours les mêmes choses, enfin toujours les mêmes choses, toujours cette même lignée-là, une grande chose, un truc qu'on se dise, ok, son site web par exemple, il va rester, euh, son empreinte, ses cours, ils vont rester, la manière de fonctionner, le mastermind, il va rester, les EDB Night, ça va être quelque chose de classique, de connu, et je pense qu'on est vraiment qu'au début, là, on est quasiment 100 dans l'association à s'être inscrit, et vraiment c'est que le début, je pense que d'ici quelques années, si ça continue sur la même lancée, si chaque personne qui reprend l'association est sur la même vision que moi, on va vraiment atteindre une association qui est phare à l'école, un peu comme Dionysos ou le BDE. Ok. Voilà, c'est mon objectif en tout cas. Ok. Est-ce que tu peux décrire vite fait l'objectif de l'asso à quelqu'un qui connaît rien à la finance? Alors, premièrement, premier but, donc l'EDB, c'est vraiment démocratiser la finance pour les étudiants, pour que tout le monde puisse investir et la capacité d'investir sur un PEA et la capacité de se dire, OK, pourquoi je fais ça? Parce que il faut forcément n'acheter rien si vous ne comprenez pas ce que c'est. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Il vaut mieux d'abord comprendre et ensuite acheter. Et j'ai envie, parce qu'en France, on est vraiment des gens qui n'utilisent pas du tout les marchés financiers à bon escient. On n'utilise vraiment pas. On est très dans l'immobilier, le concret, parce qu'on a peur du risque en réalité. Et on a vraiment ce besoin-là, je pense, de diversifier face au risque. Et ouais, aller sur les marchés financiers, c'est une première étape. Et je pense que la démocratiser auprès des étudiants, c'est une première étape. Deuxièmement, on a l'EDB+, donc pour 20 euros sur toute l'année. Là, on rentre vraiment dans la finance de marché, le trading et le faux trading, ce que j'appelle le trading des réseaux. Donc le trading en fonds propres avec des concepts ICT, des concepts de risk-reward, ce genre de choses. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu proposes du coup concrètement aux étudiants? Tu peux nous dire tout ce que vous faites? Tout ce qu'on fait, alors on en fait beaucoup des Mhm. choses, voilà. Mais non, globalement, tout ce qu'on fait, on va avoir les cours ODB, donc 13h à 13h30 le jeudi, où là on parle investissement, on te forme sur l'investissement. On a le site web qui est une plateforme qui te permet à la fois d'avoir tes cours en fiche synthèse, les quiz pour t'entraîner à la fin de chaque cours, Mhm. le portefeuille, donc le portefeuille d'action. Donc en fait, tu te crées un portefeuille démonstratif d'action et tu peux le manager directement. Donc, tu as les graphiques, tu as de quoi acheter et tout. C'est vraiment cool. Tu peux me mettre une watchlist. Bon, j'ai tout fait de A à Z, donc vraiment, c'est quelque chose dont je suis très très fier. Et c'est un peu le pinacle de l'association. Et ensuite, on va avoir donc l'EDB+, la partie EDB+, qui est vraiment plus sur vraiment trading. Et là, on va avoir les EDB Nights, qui sont exclusifs à l'EDB+. Donc, les EDB Nights, c'est vraiment, on fait une session de trading de 22h30 à 2h30 sur la session asiatique. On va avoir le mastermind. Donc là, c'est ouvert à tout le monde. Donc le mastermind, c'est un week-end dans un château, dans une villa. Où on parle crypto et on parle scalping. Et il y aura plein d'happenings, vous inquiétez pas. On va avoir les partner talk, où là, on va pouvoir parler avec plein de mecs de la finance. N'hésitez pas à venir, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent vraiment faire que de l'investissement, c'est gratuit, ça vous ouvre l'esprit. C'est détente, franchement, c'est chill. Il n'y a pas de prise de tête. Et puis même, vous êtes accompagné de A à Z. Voilà, Ok, bah, bravo, hein, c'est vraiment hyper bien fait, hein. merci. Du coup, tu as créé le site toi-même de EDB. Ouais, Pourquoi c'était important d'avoir un site? parce que il faut que les élèves puissent relier un cours à une matière concrète, enfin à quelque chose qu'ils peuvent toucher. Mhm. Et ouais, donc c'était important pour moi que vraiment il y ait cette possibilité-là de centraliser, donc faire une compétition, ce qu'il n'y a pas sur les autres sites. Et puis même, en fait, tu peux créer des comptes démo, par exemple sur eToro, mais il n'y a pas du coup cette compétition. Voilà, on Mhm. ne peut pas relier les comptes entre eux. Voilà. Donc c'était important pour moi déjà de créer ça, parce que j'avais pas de solution en fait, j'étais obligé de le créer.
Et donc, du coup, bah, j'ai dû le créer. Et ensuite de ça, je me suis vraiment dit, mais en fait, je peux aller tellement plus loin. Je peux tellement faire plus de choses sur mon site. Je peux ajouter plein de trucs. Et j'ai ce côté-là perfectionniste où vraiment, je veux rajouter à chaque fois un truc, un truc, un truc. Ça me met dans des galères à chaque fois. Je casse le site des fois. Et voilà, donc je dois vraiment rajouter plein de trucs. Et ouais, j'ai plein d'idées pour la suite, pour le site. Ok. Mais tu as beaucoup de projets, hein. Tu as l'association, tu as une formation chez Algora, si je ne me trompe pas. Oui. Tu as un rôle d'ambassadeur. Comment tu fais pour concilier tout ça avec les cours quand même? Alors, c'est beaucoup d'organisation, on va dire. Alors, je suis pas quelqu'un d'organisé, je vais pas vous mentir, je suis vraiment quelqu'un qui est vraiment très peu organisé. Mais faut savoir que ça se fait largement avec des petits tips simples. Déjà, 3 post-it. Un post-it de couleur rouge, un post-it de couleur orange, un post-it de couleur verte. Premier post-it, important et urgent, c'est vraiment ce que vous avez d'important et urgent à régler. Vous écrivez tout ce que vous avez d'important et urgent à régler. Ensuite, vous avez ce que vous avez d'urgent mais pas important à régler. Ensuite, vous avez ce que vous avez de pas urgent ni important à régler. Et déjà, là, ça vous permet de faire les choses dans l'ordre. Et pas de faire les choses à moitié, pas dans l'ordre, etc. Généralement, les choses pas importantes et pas urgentes, vous les déléguez. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et en plus de ça, je sors très peu. Donc j'ai assez de sommeil pour pouvoir faire une journée complète jusqu'à 21h et pouvoir travailler jusqu'à 21h. Voilà. Ok. Mais tu es quand même hyper organisé, hein. C'est une question de discipline aussi, je pense. Oui, c'est plus une question de discipline. Ok. Donc l'association, elle t'a permis de créer un réseau solide. Est-ce que tu peux nous parler de quelques rencontres qui t'ont marqué? Carrément, carrément. Alors, faut savoir que l'association, ça m'a permis de rencontrer Ayman Essafini, donc qui m'a contacté via LinkedIn, parce qu'il a vu que j'étais du coup président de l'association Bourse de Liège et Bordeaux. Et donc lui, c'est quelqu'un de l'X, qui a fait l'X, Polytechnique, qui a fait Dauphine aussi. Et lui, c'est un trader, ça fait 10 ans qu'il trade. Il a fait structureur, etc. Donc c'est vraiment le métier que je cible, quoi. Et on a échangé beaucoup sur son métier, comment intégrer ces métiers-là. Et ça m'a permis, ça m'a ouvert l'esprit. En fait, après cette discussion-là, je me suis dit, OK, donc j'ai toutes les étapes pour réussir, pour faire ce que je veux. Et maintenant, j'ai plus qu'à les mettre en place et à vraiment me focus à fond sur ce projet-là. Selon toi, c'est quoi les qualités essentielles pour devenir trader? Résistance au stress, synthétique. Et une autre qualité, je dirais avoir un ego, mais qui n'empiète pas sur la performance. Ok. Voilà. Et comment on gère du coup la part de risque et de stress dans ce métier? Comment on la gère? Alors, c'est très difficile, c'est une question assez difficile, je m'attendais pas à ça. Comment on la gère? Bah déjà en faisant de la préparation mentale, ce que j'ai beaucoup fait. Après, pour la plupart, c'est inné, très peu qui font de la préparation mentale. Cette part de risque, ça s'apprend. Le risk management, ça s'apprend de toute façon. C'est quelque chose qu'on voit dans les trading desks, même en cours, etc. Donc oui, ça s'apprend beaucoup. Comment tu imagines la finance dans 10 ou 20 ans? C'est très compliqué. Déjà, la finance, ça fait longtemps qu'elle a changé. Maintenant, on n'est plus sur de la finance d'algorithme. Vraiment, c'est très algorithmique, avec beaucoup de maths, les quantitatifs, tout ça. Ok. Donc voilà. Tu penses qu'un étudiant il peut apprendre la finance seul aujourd'hui, sans école spécialisée? Oui et non. Pourquoi oui? Parce qu'il y a toutes les ressources sur Internet. Ça, Mhm. c'est vrai, il y a toutes les ressources sur Internet. Non, pourquoi? Parce que faut les chercher, les ressources, faut les synthétiser, faut prendre les bonnes ressources, et en plus de ça, un élève seul va forcément faire beaucoup d'erreurs. Beaucoup, beaucoup d'erreurs qui peuvent le décourager. Alors, en fait, c'est que ça va trier ceux qui sont motivés et ceux qui sont pas motivés. Mais il faut avoir une motivation béton et une discipline béton pour réussir dans la finance de soi-même. Après aussi, il y a ce côté-là, faut avoir un diplôme pour pouvoir postuler dans une entreprise de la finance, par exemple dans une banque, etc. Donc oui, il y a cet aspect-là, il faut avoir le diplôme pour pouvoir postuler. Mais ensuite, apprendre la finance, non, je pense que tout le monde peut le faire. Enfin, l'investissement en tout cas. L'investissement, c'est plus facile. Tout le monde peut le faire maintenant sur YouTube. Il y a de très belles vidéos. Même avec l'IA, tu peux très bien apprendre deux, trois trucs très facilement pour ouvrir un PEA, commencer un marché, enfin, commencer à se mettre sur le marché action, ouvrir une assurance vie sur le truc. C'est très facile. Ok. Si tu pouvais donner un conseil à un étudiant qui veut se lancer dans le trading, ça serait lequel? Premièrement, regarde les news, investis-toi vraiment dans le monde de la finance en regardant juste les news pour avoir le vocabulaire, l'intelligence derrière, parce qu'en fait, les marchés financiers, c'est pas que des nombres. Il y a vraiment une valeur concrète derrière chaque action, il y a une valeur intrinsèque. La connaissance est vraiment dans les livres. Lisez par exemple L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui est un super livre pour
l'investissement plutôt, et la finance en investissement, donc les gros hedge funds, etc., etc. Lisez des livres du coup, et ouais, lisez des livres. Lisez des livres, Ok. super intéressant. Je pense que la réussite, ça vient plus de la discipline ou du talent dans ce milieu de la finance. Ça vient des deux. Ça vient clairement des deux. C'est pas fait pour tout le monde la finance. Naturellement, c'est pas fait pour tout le monde. Faut être rationnel, faut avoir une résistance au stress déjà de base. Et ouais, faut être synthétique. Et oui, alors il y a forcément de la discipline. Tu peux pas apprendre les maths qu'il y a derrière. Tu peux pas apprendre tout ça naturellement. Ça, c'est pas un talent inné pour ça. Mais il y a un certain talent à avoir, je pense. Ok. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as des projets à venir avec EDB ou personnellement? Alors, premier projet donc, que je vais essayer de mener sur cette année, ce serait de développer EDB, pas sur la voie association, mais vraiment sur la voie entreprise. J'aimerais lancer mon site web, donc qui est un bulletin tout en un, avec les cours, les quiz, tout ça, vraiment tout en un. Le lancer pour les écoles de commerce, donc faire payer le site, qui est tout en un, et pourquoi pas faire payer mes interventions aussi sur le site pour les écoles de commerce, pour qu'ils aient un moyen rapide, facile, tout en un, de pouvoir proposer une manière d'apprendre l'investissement aux élèves. Je Ok. pense que c'est tout. Tu as une dernière chose à dire à nos auditeurs? Rejoignez l'école de la bourse. Ok, merci Elliot. Merci à tous de nous Merci avoir à vous. Ouais. écoutés. On se C'était retrouve cool. la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Au revoir! Money talks.